Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous en guise de savoir plus sur ce qui se passe dans notre pays et pourquoi pas partout ailleurs. Nous avons retenu comme point d'actualité que nous allons développer tout au long de cette émission les discours à la nation du chef de l'État devant le Congrès. Le chef de l'État Tshisekedi a annoncé au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique la pétition d'un groupe de parlementaires pour la levée du moratoire contre la peine de mort en République démocratique du Congo, la situation de prix de biens de première nécessité à la veille de fête, un reportage de RFI sur les désarrois des déplacés du Mai-Ndombe sont là les sujets que nous allons entre autres aborder dans cette émission. Je m'en veux vous présenter mon invité. Il s'agit de M. Mayele Yam Nzoloko qui est administrateur à intérim de la régie de voies fluviales. M. Mayele, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en remercie aussi parce que c'est une opportunité pour moi de parler à la face du monde des choses comme le transport par voie d'eau qui est ignoré des communs de mortels. Et donc ce serait important de mettre ça à la place publique pour que les gens comprennent au fait ce que c'est que les transports par voie d'eau. Mais qu'est-ce que vous comptez apporter comme innovation en guise de faire en sortir cette entreprise du gouffre? Bon, il faut que je commence par vous dire ce que c'est que la régie de voies fluviales. C'est un établissement public. Elle est devenue établissement public depuis décembre 2009, parce qu'avant c'était une entreprise de l'État. Mais avec la transformation des entreprises, c'est devenu établissement public. Alors, l'établissement public, par définition, c'est le prolongement de l'administration publique. Et donc, ça n'a comme bailleur principal que l'État propriétaire. Et la régie de voies fluviales a des difficultés pour démarrer. La première difficulté, à mon sens, s'avère être le fait que les politiques nomment des gens sans tenir compte du profil des gens qu'ils nomment. Ainsi, vous avez par exemple dans une entreprise hautement technique comme la régie des voies fluviales, des gens qui n'ont aucune connaissance de l'aménagement des voies d'eau. Alors quand ils arrivent, ils font d'abord l'apprentissage au sommet de l'entreprise, ce qui prend énormément de temps. Et même quand ils ont pris ça, ils ont pris énormément de temps, ils n'arrivent pas à maîtriser. Je vais vous donner à titre illustratif pour que moi, je maîtrise l'aménagement de voies d'eau, pour que je maîtrise comment baliser, comment draguer, comment faire des sondages hydrographiques, comment faire des calculs de débit. Tout ça, ça m'a pris près de 10 ans. Et donc quand quelqu'un vient comme ça, lui faire apprendre ça du jour au lendemain, c'est compliqué pour qu'il apprenne. Et là, vous incombez la responsabilité à qui? La première responsabilité, moi, je crois que c'est aux partis politiques. Les partis politiques croient que tous les Congolais doivent adhérer à des partis politiques et sont inféodés aux règles des partis politiques. Or, l'expertise n'a rien à voir avec l'organisation des partis politiques. Parce que les partis politiques, vous savez, c'est des partis qui instrumentalisent les gens et on se retrouve avec des gens qui n'ont vraiment pas d'idéal politique, mais qui sont derrière un homme. Mais récemment, il y a eu la nomination de mandataires dans les entreprises publiques. Est-ce que la régie de voies fluviales aussi a été touchée? Non, la régie de voies fluviales garde les mandataires qui datent de 2008, après le concours de Copirep. Ils ont été nommés le 12 janvier 2012. Et pourquoi cette exception? Bon, ça dépend du chef de l'État, parce que c'est au seul chef de l'État que revient le pouvoir de nommer et de démettre les mandataires publics. Donc voilà pourquoi depuis ce temps-là, la régie de voies fluviales, il n'y a jamais eu de nomination.
Mais moi, je regrette que si l'on continue à procéder de la même manière toujours, alors que le chef les de mêmes l'État causes créant les mêmes... Le chef de l'État prône les changements. Oui. Alors moi, je pensais que c'est dans plus de 80% d'entreprises publiques qu'on a changé les mandataires. Mais dans votre entreprise, la régie de voies fluviales, où il y a encore beaucoup de problèmes, entre autres, si j'ai bonne mémoire, il y a une gestion opaque, gestion calamiteuse, les travailleurs sont butés aussi à des problèmes des arriérés des salaires. Cette régie, apparemment, ça n'existe que de nom. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas changé les mandataires pour qu'il y ait quand même d'innovation? Ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ça, c'est de un. De deux, moi, je crois que la régie de voies fluviales a un problème sérieux de financement. Okay. Lorsque la régie de voies fluviales est créée, l'État, le législateur, avait prévu que le budget de la régie de voies fluviales soit reparti en deux. C'est-à-dire que l'État finançait la régie à hauteur de 80% et les 20 autres pourcents devaient provenir des armateurs qui utilisent les routes que la régie de voies fluviales aménage. À l'époque, qui était armateur? C'était l'ONATRA de l'époque qui avait plus de 600 unités. C'était la SNCC qui avait plus de 450 unités. Et la taxe se paye par unité, trimestriellement par unité. Aujourd'hui, l'ONATRA n'a que 5 unités. Donc la taxe s'est effritée à telle enseigne que la RVF ne peut plus rien faire avec la taxe de navigation. Donc il faut que l'État revienne pour donner les 80% que l'État n'a jamais donné depuis ce temps-là. Mais, M. Mayele, où nous en sommes avec les 20 unités fluviales promises par le gouvernement pour greffe navigable du fleuve Congo? Bon, il nous avait été demandé à nous de faire les sondages, c'est-à-dire de faire des prospections sur le fleuve pour voir où est-ce que ces bateaux qui vont faire comment on appelle le transport urbain, ces bateaux-là puissent avoir des accostages sécurisés. Et ces travaux-là ont été faits. Mais quant à acquérir les bateaux, ça ne ressort pas de nous. Ça ressort du gouvernement. Bon, ces bateaux-là, moi je crois qu'ils sont d'une importance... La régie de voies fluviales, ce n'est pas à confondre avec la régie maritime congolaise. Non, 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 c'est deux entités différentes qui s'occupent pratiquement de la même chose. La régie de voies maritimes... La nette différence réside à quel niveau? La RVM, la régie de voies maritimes, travaille sur le bief maritime entre Matadi jusqu'à l'embouchure. C'est à peu près 150 km. Okay. Tandis que la régie de voies fluviales fait tout le réseau intérieur, près de 25 000 km. Donc, toutes les rivières qui sont à l'intérieur, le Kasaï, le fleuve, le Kwilu, le Kwango, la Tuapa, la Inzia, toutes les rivières que vous connaissez à l'intérieur, c'est de l'apanage de la RVF. Nous pouvons parler de l'assainissement du secteur fluvial. Et s'il faut que cet assainissement puisse intervenir, c'est à quel niveau et ça doit se faire comment? Bon, aujourd'hui, il faut d'abord donner à la RVF des moyens de sa politique. Ces moyens-là, à l'époque, parce qu'il faut que je vous dise que j'ai une carrière à la RVF. À l'époque, vers les années 80... PCA de cette oui, entreprise. j'ai été ADT, j'ai été PCA de cette entreprise-là. Donc, vers les années 80, je me rappelle 84, 85, 86, nous avions un PDG qui s'appelait Kala. Et avec lui, à l'époque, j'étais au comité de gestion avec lui, nous nous sommes battus pour obtenir de l'État une parafiscalité. L'État nous donnait une parafiscalité par rapport au litre de carburant qui se vend à la pompe. Nous avions 0,03 $. C'est cet argent-là qui nous permettait d'être présents sur le fleuve. On était sur le fleuve sur toute l'année. Parce que vous savez, le balisage, c'est quelque chose qui se fait périodiquement en tenant compte de ce qu'on appelle les périodes hydrographiques, les saisons hydrologiques. Et les saisons hydrologiques, c'est quoi au fait?
c'est le fait que la Terre tournant autour du Soleil se trouve dans des positions telles qu'à un moment, la Terre reçoit beaucoup de rayons solaires et permet l'évaporation facile des eaux de surface, ce qui crée des nuages et des pluies. Vous savez que nos rivières sont des rivières pluviales. Les eaux qu'il y a sur les rivières là sont des eaux de pluie. Okay. C'est pourquoi vous remarquez en saison sèche, quand il n'y a plus de pluie, les eaux baissent. Et donc, à cette époque-là, nous faisions notre balisage. Entre mai, juin, juillet, août, vous aviez plus de 5-6 baliseurs sur le fleuve et le trafic était impeccable. Nous avons même eu à un moment un pic d'exploitation à l'ONATRA. L'ONATRA, à l'époque, avait fait le plus grand tonnage de tous les temps. C'était vers les années 86. C'est parce que nous avions fait ce travail-là et nous l'avions fait d'une manière impeccable, professionnelle, et nous étions tout le temps sur le fleuve et le Kasaï, les rivières, ce qui a fait que et maintenant, tel n'est pas le cas, vous êtes buté malheureusement, à beaucoup de difficultés. Maintenant, comme je disais, il y a le management qui ne va pas, il y a le manager premier qui titube, et puis il y a le manque d'unité, le manque de finances. Il y a aussi, je peux dire, le personnel. On ne recrute pas le personnel en tenant compte de l'objet social de l'entreprise. On voit le premier venant qui arrive, qui a un diplôme d'université, on l'engage. Mais on l'engage pour faire quoi? On ne sait pas. Or, on devait orienter les engagements à la RVF par rapport à l'objet social de l'entreprise. Voilà, ce sont là les difficultés. Mais il y a une autre difficulté. Cette entreprise publique a été oubliée par ce vent de nomination de mandataires qui a secoué les entreprises. Non, moi je ne parlerai pas d'oubli. Je pense que le chef de l'État est en train de réfléchir pour voir la personne qu'il devra mettre dans cette entreprise. Hein. Oui, parce que il faut que je vous le dise, si on prend n'importe qui de n'importe quelle formation, on arrivera au même résultat. Voilà, donc pas des apprentis. Donc il n'y a pas des personnels du domaine, si je vous comprends bien, au sein de la région. Les personnels du domaine, il y en a. Moi, je suis personnel du domaine. C'est un domaine que je maîtrise. Je vous dis que je suis là depuis plus de 30 ans. Je connais, je suis officier baliseur, je suis dragueur, je suis hydrographe. Mais Monsieur Mayele, qu'en est-il de la réhabilitation des 2 bateaux baliseurs de la régie de voies fluviales qui devraient desservir les provinces de Maniema dans les territoires de Congolo et de Tanganyika? Il n'y a pas de réhabilitation à faire là-dedans. Il n'y a que, nous étions en projet avec la Banque mondiale. La Banque mondiale nous a construit ces 2 baliseurs. Et la Banque mondiale attendait que l'État donne sa part de contribution pour que ces baliseurs soient prêts. Les baliseurs sont là, ils sont construits, ils attendent que l'État débourse, à l'époque c'était 700 000 $, aujourd'hui je ne sais plus combien. Il faut que l'État débourse ça afin qu'on fasse les travaux de finissage et que les baliseurs soient mis à service. Et les baliseurs sont là. Si vous allez à Kindu, vous voyez ce baliseur-là qui est à sec. Mais il faut aussi, plus loin, avoir une bonne politique managériale en guise d'apurer les arriérés des salaires de la régie de voies fluviales. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que l'État prenne en charge la régie de voies fluviales. Au jour d'aujourd'hui, à la régie de voies fluviales, il y a des retraités qui n'ont jamais eu leur décompte final. Il y a des décédés qui attendent encore des petits salaires d'attente. Et tout ça, ça augmente, toutes les années, ça augmente la dette sociale de la RVF. Il faut donc il faut qu'un bailleur vienne pour apurer cela et on va repartir. Maintenant que la RVF est prise en charge par l'État propriétaire, c'est la fonction publique qui paie les agents de la RVF, il faut trouver un mécanisme pour apurer ça et commencer en prenant en compte évidemment les acquis comment on appelle ça, les droits acquis des travailleurs
Par exemple, par rapport au congé de reconstitution, les pécules congés, les mises en retraite et tout ça, prendre ça en compte et ça marchera. Merci pour cet éclairage. Espérons que des voies et moyens susceptibles seront trouvés en guise de faire sortir cette entreprise, la régie de voies fluviales du gouffre. Nous allons évoluer avec l'actualité dans cette émission. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, comme je l'ai signifié au début de cette émission, participe au 2e sommet États-Unis d'Amérique, Afrique, qui se tient à Washington, prévu du 13 au 15 décembre courant, aux côtés d'une dizaine de ses pairs africains. Au cours de cette rencontre, Joe Biden se propose de soutenir l'insertion de l'Union africaine au groupe de 20 pays le plus riches du monde. Votre opinion? Moi, j'estime que c'est une bonne chose parce que l'on ne peut pas parler de l'Afrique en l'absence de l'Afrique. Vous voyez, par exemple, aux conférences de Berlin, à la conférence de Berlin, on parle de l'Afrique, on parle du Congo en l'absence des Congolais. Ce n'est pas une bonne chose. Et donc, si Joe Biden soutient ça, je lui lance des fleurs, mais je voudrais que finalement, même au Conseil de sécurité, on prenne des Africains. Pourquoi on ne prendrait pas des Africains? Les problèmes d'insécurité, il y en a en Afrique à récurrence. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre les Africains pour résoudre les problèmes d'insécurité en Afrique? Pourquoi est-ce que nous devons attendre que les Européens, les Américains décident pour nous? C'est la grande puissance. Non, je crois que nous sommes tous des hommes. La Terre, aujourd'hui, on l'appelle le village planétaire. Vous n'allez pas me contredire que les pays africains sont gérés par les grandes puissances, par la communauté internationale. Madame, je sais qu'ils sont puissants, mais ils ne sont puissants qu'avec nous. Parce que c'est chez nous qu'ils viennent chercher... à la même mise sur l'Afrique. C'est chez nous qu'ils viennent rechercher les ressources qui les rendent puissants. Donc, ils doivent tenir compte de nous. Voilà. Joe Biden, ses présidents démocrates, mettra à profit ces sommets pour établir un nouvel engagement économique, promouvoir un nouvel engagement économique, promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, faire progresser la paix, la sécurité et relever les défis tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique ainsi que la pandémie du Covid-19. Voilà un peu ça. Quand on voit l'aspect sécurité, ça peut nous réjouir, ça peut réjouir plus d'un Congolais, sachant qu'à l'est de la RDC, il y a toujours des foyers de tension. Je suis sceptique, parce que ça sort des Américains. Je sais que ce sont les Américains qui sont derrière les gens comme les Rwandais qui nous agressent. Donc quand les Américains disent qu'ils veulent parler sécurité, mais qu'ils commencent d'abord par se retirer leur soutien au Rwanda, alors on pourra croire à ce qu'ils disent. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils parlent de sécurité pendant qu'ils savent qu'ils mettent l'insécurité en Afrique? Je suis sceptique. Mais s'il arrive à faire ça... Ils ne peuvent pas changer d'avis. Bon, s'il arrive à faire ça, la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui les empêcherait de changer d'avis? Soutenir aussi la République démocratique du Congo, comme ils le font avec nos pays voisins de l'Est? Mais cette question-là, il faut poser à Joe Biden et aux Américains. Pourquoi ils nous en veulent? Pourquoi ils nous en veulent? Votre opinion. Pourquoi ils nous en veulent? Parce que la situation de l'Est perdure. Ça fait quand même longtemps, plus d'une décennie que ça ne va pas à l'Est de la République démocratique du Congo. Moi, je pense... Le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, entre guillemets, sont soutenus par... les grandes puissances et la communauté internationale. Mais qu'est-ce qui empêche aussi que cette communauté internationale puisse aussi tendre la main à la RDC? Moi, je crois qu'ils ont peur de l'hégémonie de la RDC. Ils ont peur. Ils craignent que s'ils nous aident, nous allons devenir forts. Et si nous devenons forts, nous n'aurons plus besoin d'eux. Oui. Voilà. Nous continuons toujours à être... optimiste par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Notre souhait est que ça aille mieux. Voilà, Dieu aidant, la paix sera instaurée ou la paix va regagner dans cette partie de la RDC. Voilà, discours du chef de l'État. Le chef de l'État s'est prononcé le samedi dernier
dans son discours devant le Parlement réuni en congrès, c'était le samedi 10 décembre. Entre autres, parmi ce qu'il a évoqué, le chef de l'État a fait allusion à la stabilité du cadre macroéconomique, la résilience de l'économie congolaise face aux chocs exogènes, l'amélioration du taux de desserte en électricité et en eau potable. Je m'arrête là. Vous avez suivi avec intérêt et attention le chef de l'État parler de bonnes choses pour la République démocratique du Congo. Quelle est votre opinion par rapport à ce que je viens d'énumérer? Bon, moi je constate que ce qu'il dit là est vrai. Parce que moi je remarque la desserte en eau, par exemple, on a ouvert une nouvelle usine de traitement d'eau là-bas vers, Lembaïmbou, comment on appelle ça? Mais ce n'est pas suffisant par rapport ne fût-ce qu'à la capitale Kinshasa. Madame, ça veut dire quoi? On n'avait rien. On a un maintenant. Il faut encourager. L'usine de il ne faut pas attendre 4 pour encourager. L'usine de Njili, là, elle a fait combien de temps? Pour qu'on la construise, on a pris combien de temps? Mais lui fait ça en très peu de temps. Donc, ce que moi je crois, c'est que si on aide le chef, il pourra faire mieux. Il pourra faire mieux. À l'UPEN, par exemple, les Ngomba Kikusa, là-bas, tous ces coins-là, ce sont des coins enclavés. Ils sont butés à des problèmes d'absence des infrastructures, absence ils n'ont pas accès à l'eau potable ni à l'électricité. Ils vivent comme... on ne peut pas tolérer, accepter tout ça en plein 21e siècle quand même. Bon, là les responsabilités sont partagées, madame. Je veux commencer par ceux qui vont lotir là-bas, qui vont habiter là-bas. Il y a des terrains que, à l'époque, le Belge avait dit non, on ne peut pas habiter là-bas. Quand vous allez habiter sur une pente, vous allez désherber. Quand vous désherbez, vous commencez à créer l'érosion. Comment arriver aussi à relever notre économie avec des stratégies simples? Parce que ça ne va pas. L'économie est au rabais. Relever l'économie, c'est simple. Il n'y a pas de méthode. Il faut produire. Nous devons produire. Nous devons produire. Et on a beaucoup à produire dans ce pays. Nous n'exportons pas, on exporte plutôt. Nous devons produire pour d'abord nous suffire et commencer à exporter le surplus. Regardez, dans ce pays ici, le Congo là, a été premier producteur d'huile de palme. Mais est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui que Marsabouko va chercher de l'huile aux Indes? Daipen n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Nous devons nous mettre au travail. Au lieu d'être sous les manguiers en train de critiquer le chef, en train de dire des choses, en train de parler de Werason, de parler de JB, de parler de l'autre là, le dernier qui a joué au stade là. Fali. Ça, ce n'est pas le travail. Le Congolais doit travailler. Nous devons travailler. Si nous produisons du maïs, mais nous pouvons le vendre en Zambie. Les Zambiens veulent bien acheter notre maïs. Le café. Vous savez, la Côte d'Ivoire vit de quoi? Du cacao. Le Sénégal, c'est avec l'arachide que le Sénégal a des dividendes. Mais pourquoi nous, qui avons des terres arables comme ça, des terres qui sont fertiles, nous ne pouvons pas produire? Les sous-sols, ne fût-ce que les sous-sols congolais, ne profitent pas aux Congolais. Mais si... Moi, j'ai toujours la plus grande question. Moi, j'avais dit... Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le sous-sol congolais, son sol et son sous-sol puissent profiter à cette population, à la population congolaise? Madame, moi, j'ai réfléchi en deux vitesses. La première, c'est si. Je me dis, le sous-sol est objet de beaucoup de convoitises. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas produire avec le sol, avec les produits agricoles? Il n'y a pas de révolution qui ait développé le monde plus que la révolution agraire. Faisons l'agriculture. Nous allons produire et le pays va avancer. Oublions un peu le coltan, oublions ça. Il y a beaucoup à faire en RDC. Nous n'avons même pas une agriculture de compétition. On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. C'est comme si le pays s'est arrêté en 60. Paf, le pays s'est arrêté. Pourquoi nous profitons ne fût-ce que pas de notre pétrole? Bon, là aussi, c'est pourquoi moi je dis, ces Américains-là, ils ne sont pas
ils ne sont pas corrects avec nous. Regardez, madame, ce pays est plein de gisements de pétrole. C'est parce que nous sommes naïfs aussi. Mais on nous empêche de produire notre pétrole. Est un peu naïf. On nous empêche de le faire. Vous savez, à la conférence de Berlin, là, on avait les Blancs qui s'étaient réunis là, parce qu'à l'époque, le Congo appartenait à un individu, Léopold II. Les Blancs se sont dit, bon, comme tout seul, vous ne pouvez pas avoir ce territoire-là riche, nous allons, nous, vous aider à le gouverner, mais ce sera le patrimoine de tout le monde. Tout le monde va venir puiser. Alors, on ne peut pas vous autoriser à vous, autochtones, de prospérer, voilà. Parce qu'ils doivent venir prendre chez vous. Nous sommes en train de décortiquer un tout petit peu le discours du chef de l'État. Oui. Il a, entre autres, parlé, Félix Tshisekedi, des performances dans la mobilisation de recettes publiques, la mise en œuvre du programme de 145 territoires, le succès dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, les avancées significatives enregistrées à travers l'état de siège. Il a raison. Est-ce qu'il y a des avancées en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement et l'état de siège qu'il compte persister encore? Allons point par point, madame. Allons point par point. Voilà, on commence d'abord par les performances dans la mobilisation des recettes publiques. Mais je sais qu'il y a des prouesses. C'est plausible. C'est plausible. Oui. Aujourd'hui, nous parlons d'un budget de 14 milliards. Ça provient d'où? Des performances dans la mobilisation des recettes. Hein? Là, vous avez parlé encore de quoi? Du programme des 145 territoires. Oui, on a commencé. Il y a des territoires qui vivent cela. Nous, on est distrait à Kinshasa, on ne sait pas. Mais il y a aussi de ces provinces où jusqu'à maintenant rien n'est signé. Oui, on ne peut pas aller partout au même moment. Hein? Ça doit être séquencé. On fait ici, puis on fait cela, puis on fait là-bas. Mais ne demandez pas, on ne fait pas par baguette de magie, allez partout, non. On y va mollo, mollo. Avec les recettes que nous produisons, nous construisons dans les secteurs. Qu'est-ce qui empêche que le projet des 145 territoires, son succès puisse gagner du terrain simultanément dans toutes les provinces de la RDC? Bon, d'abord, il faut se dire que les entreprises qui doivent faire ces travaux-là, c'est quoi? C'est l'office de route, c'est l'OVD. L'OVD n'a pas suffisamment d'engins pour être dans tous les territoires à la fois, ni l'office de route. Donc, il faut aller step by step. Comme disent les Anglais. Mais les ingénieurs techniciens dont l'ISTA a mis déjà sur le marché d'emploi, ils ne peuvent pas travailler en guise de construire des routes. Si, ils peuvent le faire. D'abord, les ingénieurs techniciens de l'ISTA. Les agronomes et les ingénieurs techniciens de l'ISTA ne construisent pas les routes. Les routes sont construites par les ingénieurs de l'INBTP. L'INBTP. Voilà. Je faisais allusion à l'INBTP. Oui, mais ils doivent construire les routes avec des engins. Ils n'ont pas suffisamment d'engins. Ils vont faire quoi? Ils vont faire à la main avec les pelles. Ça ne se fera pas comme ça. Donc, il faut laisser à l'OVD, l'office de route, de s'équiper suffisamment pour permettre à ce que l'on fasse ce travail-là dans toute la République. Et les agronomes congolais? Les agronomes, d'abord, regardez, dans nos universités, très peu d'étudiants sont intéressés à l'agronomie. On a désintéressé les gens, on voulait leur faire croire que le bonheur, c'est travailler dans un bureau. Tout le monde a fui le travail de terrain. C'est ce qui fait qu'on n'a pas d'agronome. Voilà. Nous allons évoluer. L'actualité, c'est aussi au Parlement. Dans la chambre basse du Parlement, les députés ont signé une pétition pour la levée de moratoire suspendant l'exécution de la peine de mort pour les criminels. Votre opinion? Bon, je vous ai dit tout à l'heure là que moi j'étais chrétien. Pétition signée par une cinquantaine de députés. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais chrétien catholique et mes convictions religieuses m'interdisent d'éliminer un être humain. Voilà pourquoi moi, la peine de mort, j'ai toujours été contre elle. Je dis quelqu'un peut avoir commis un meurtre
Mais le mettre en prison, là, c'est aussi une punition intense. Hein. Madame, ceux qui parlent là, ils n'ont jamais passé une semaine en prison. Hein. Il faut aller en prison pour sentir ce que ça veut dire. Laisse-moi compléter l'information. Les signataires de cette initiative estiment que cela permettra de créer la peur de l'État et contribuera en même temps au rétablissement de l'autorité de l'État qui peine à mettre fin au banditisme urbain et l'activité des groupes armés à l'est de la RDC. Non, madame. Aux États-Unis, il n'y a pas de criminalité. En France, il n'y a pas de criminalité. Vous allez dire qu'en France, il n'y a pas l'autorité de l'État? Permettre aux services de sécurité, n'est-ce pas, de bien travailler en essayant d'abolir cette peine de mort? Non, moi je crois que donnons à chacun la possibilité de faire son travail convenablement et ça ira bien. Et puis aussi, madame, ça part de nos familles. Les criminels, ils viennent d'où? Ils viennent de nos familles respectives. Moi, je suis responsable de ma bota dans ma paroisse. Mais nous parlons de ça. Ces enfants-là qui deviennent Koulouna, ils sortent de nos familles. Donc, quelque part, au niveau de nos familles, il y a une démission dans l'éducation des enfants. Voilà. Le message est passé, mais il n'y a pas que violence, il n'y a pas que problème à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a la situation de violence intercommunautaire à Kwamuntu. D'importants déplacements de populations ont été observés. Ils sont butés, entre autres problèmes de manque de nourriture, situation sanitaire préoccupante, traumatisme psychologique pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Par rapport à ce qui se passe aussi à Kwamuntu, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'État prend aussi à bras le corps cette situation ou bien l'État déploie ses efforts beaucoup plus à l'est de la RDC alors que ça brûle aussi de l'autre côté? Oui, je crois que l'État doit aussi prendre conscience de cet état de choses et faire en sorte que des mesures assez importantes soient prises pour draconiennes, comme vous dites, soient prises pour que ça ne revienne plus. Parce que là, moi, quand je fais l'analyse, une analyse froide de la chose, je vois les Téké et les Yaka qui vivent ensemble depuis la nuit des temps. Il y a des mariages qui se sont faits entre les deux tribus. Mais d'où vient que d'un coup comme ça, ils s'entretuent? Moi, je crois qu'il y a une main noire quelque part. Et il faut la retrouver. Il faut retrouver cette main noire-là. Il y a Anguille sous roche. Oui, il y a une main noire quelque part. Il y a des gens qui sont en train d'instiguer là-dedans. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Les gens qui ont vécu des siècles et des siècles ensemble. Moi, je connais des couples composés de Yaka et de Téké. Comment est-ce qu'ils se sont entredéchirés comme ça? Ça ne passe pas. Voilà, nous sommes presque à la chute de cette émission. Nous nous approchons de fête, hein, le 25 décembre, c'est pour bientôt, ainsi que la fête de la Saint-Sylvestre. Les gouvernements, parlons du gouvernement et la société. Les ministres intérim de l'économie, Nicolas Kazadi, a semblé les dire que le gouvernement se prépare pour donner à manger suffisamment aux Congolais pendant cette période de fête. Vous pensez que ça va réussir cette fois-ci? Parce qu'on sait que l'année passée, on avait promis des poissons, des chinchards aux Congolais, mais sans succès. Bon, là, madame, je dis, par rapport à ce qui s'était passé l'année passée, c'était la mauvaise foi de la FEC. La FEC nous a mis les bâtons sur les roues. Mais par rapport à nourrir les Congolais en fin d'année, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit les nourrir qu'à la fin de l'année? Nicolas Kazadi a rassuré du niveau appréciable de stock des produits de première nécessité. Oui, c'est bon. C'est bon. Disons que je crois. Je crois en ce qu'il dit. Mais pourquoi est-ce qu'on doit nourrir les Congolais qu'à la fin de l'année? Est-ce que les Congolais ne vivent qu'à la fin de l'année? Non. Il a rassuré. Nous verrons bien ce qui va arriver, mais il faut penser à ce que le Congolais mange régulièrement tous les jours. Le Congolais vit tous les jours, il ne vit pas seulement à la fin de l'année. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Mayele. Je vous remercie. En guise de rappel, nous avons échangé avec Monsieur Mayele Yab Nzoloko, administrateur de la régie de voies fluviales. Merci, Monsieur Mayele. Un message particulier avant de clôturer cette émission. Bon, comme disait le chef de l'État, j'invite tous les Congolais à aller aux élections afin qu'on ne parle plus de légitimité, de glissement. Il faut aller aux élections pour qu'on ne parle pas de glissement. Le chef de l'État a bien respecté le délai constitutionnel. Allons aux élections. Que le plus fort gagne. Des bonnes élections. Oui, des bonnes élections et que le plus fort remporte et que le pays continue à vivre. On ne peut pas conditionner la vie d'un pays par la réussite de telle ou de telle aux élections. Le pays nous appartient à tous. Si quelqu'un est proclamé par la CNI et par la Cour constitutionnelle, c'est le chef de l'État, nous l'acceptons comme tel. Nous aussi, on va aller aux élections. Moi, je suis candidat député. J'irai là-bas me battre pour que je sois député. Voilà. Merci. Sur la liste de mon parti. Nous vous remercions énormément d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros de l'émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Nous avons échangé avec M. Mayele Yab Nzoloko, administrateur de la régie de voies fluviales. Vous avez pris l'émission en cours, la rediffusion le mercredi à 12h30 heure de Kinshasa. Vous avez aimé l'émission? Remercier de prime abord la chaîne de référence Antenna. Pourquoi pas le preneur de vie et autres techniciens. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.